Merci d'écouter RFM, il est midi, voici le grand journal. À la une, Aminata Touré, l'ancienne première ministre qui a dit sa déception sur son absence des listes Benno Bokk Yakaar pour les législatives de juillet. Déclaration à l'instant à Kaolack. Bataille de deux groupes pétroliers australiens autour d'un gisement au Sénégal. Woodside Petroleum et Far Limited s'arrachent le bloc Sangomar Offshore, on le verra. Sembène Ousmane, il y a 10 ans, la mort du cinéaste sénégalais le plus célèbre. Hommage toute la journée, nous serons en direct avec notre envoyé spécial. Le grand journal sur RFM, l'actualité internationale, les titres Sornona Tambay. Au Mali, 3 casques bleus ont été tués au cours d'une attaque. Cela s'est produit à Kidal dans le nord. Selon RFI, c'est un camp de la MINUSMA qui a été pris pour cible. En Mauritanie, le référendum constitutionnel a été reporté de 3 semaines. Initialement prévu le 15 juillet, le vote aura lieu le 5 août. La Commission électorale nationale indépendante explique ce report par la conjoncture difficile que traverse le pays et la période de forte canicule. Et les sports, ce sera l'affaire de Soda Thiam. Début des éliminatoires de la CAN 2019 aujourd'hui pour le groupe du Sénégal au menu Soudan-Madagascar. En attendant la première sortie des Lions demain face à la Guinée équatoriale, vous entendrez la réaction du chroniqueur Abdoulaye Diawa par rapport à ce match. Toujours football, démarrage ce vendredi de la 24e journée de la Ligue 2 avec le leader Sonacos qui rend visite à son dauphin Dakar Sacré-Cœur à Demba Diop. Basketball, finale Coupe du Sénégal Dames, AS Ville de Dakar et Dakar Université Club sur le parquet ce dimanche. À quel genre de match faudra-t-il s'attendre? Tentative de réponse avec le coach de Saint-Louis Basket Club, Jupiter Nian, dans ce journal, Babacar. La rubrique Point de vue, le débat du jour va porter sur cette question. Les partis politiques pourront-ils contenir les vagues de colère qui vont découler très certainement des investitures pour les législatives? Il ne reste que quelques heures avant la publication des listes de candidatures aux élections législatives. Près de 50 listes ont été déposées. Alors c'est aujourd'hui que le ministère de l'Intérieur va dire si toutes ont été retenues ou pas pour participer à ce scrutin du 30 juillet prochain. Dans les différents camps politiques, c'est l'heure des interrogations sur qui a été investi ou qui a été recalé. C'est à 16h en tout cas, en principe, que la direction des élections, direction générale des élections, une direction au ministère de l'Intérieur devrait publier ses candidatures. On sait déjà que sur les listes Benno Bokk Yakaar, il n'y a pas le nom d'Aminata Touré. Elle vient de faire une déclaration à Kaolack auprès de ses militants. Ibrahima Diamé en direct. Oui, bonjour Babacar Fall, vous l'avez effectivement dit, Mimi Touré vient de faire son face-à-face donc avec la presse locale. Elle a été déçue, dit-elle, tout comme ses militants, mais elle dit n'être jamais prêt à quitter la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc Mimi Touré a fait cette déclaration tout à l'heure face à un nombre important de militants ici à Kaolack. Donc pour elle, donc cela ne peut pas empêcher donc de continuer le combat et elle va se battre pour que la coalition Benno Bokk Yakaar sorte victorieuse ici au niveau du département de Kaolack. À la question de savoir quel sera l'avenir politique de Mimi Touré, en tout cas l'ancien Premier ministre a évité donc de répondre à cette question. Et donc, Babacar Fall, nous y reviendrons avec des éléments sonores pour cette déclaration de l'ancien Premier ministre qui ne figure pas sur les listes des investitures. Ibrahima Diamé, notre correspondant à Kaolack en direct. La crainte du taux de participation faible à ces élections, ça a été souvent comme ça pour les législatives au Sénégal. Mais il y a aussi cette interrogation sur la production des cartes d'électeurs. Beaucoup disent n'avoir toujours pas reçu le document. Mais il y a également ces électeurs qui ne sont pas allés retirer leurs cartes alors qu'elles sont prêtes. L'exemple à Kaolack où plus de 100 000 personnes ne sont toujours pas allées retirer leurs cartes d'électeurs. Le préfet de Kaolack, Fodé Fall. Et à l'heure actuelle, nous en sommes à, rien que pour la commune de Kaolack, à plus de 70 000 cartes.
plus un lot qui est là, qui n'a pas encore été comptabilisé, pour un lot pour lequel nous sommes en train de faire le décompte. Donc au niveau du département, on a dépassé la barre des 100 000 cartes, ce qui constitue presque la moitié, un peu moins de la moitié du nombre d'inscrits. Nous avons mobilisé pas moins de 18 commissions, rien que pour la commune de Kaolack, pour essayer d'abord de faire le dispatching des cartes par lieu de vote, ce qui nous permet de pouvoir maintenant investir les quartiers et de nous rapprocher des populations pour accélérer la distribution. Fodé Fall, le préfet de Kaolack, au micro de notre correspondant midi 5. Merci d'écouter RFM, le grand journal, la suite. RFM, la radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. La bataille autour du gisement de pétrole Sangomar offshore au large du Sénégal, bataille entre deux groupes pétroliers australiens. Il s'agit de Woodside Petroleum et de Far Limited. Ce qui s'est passé, c'est que Woodside a racheté les 35% de parts de l'américain ConocoPhillips, le prix près de 400 milliards de francs CFA. Alors, la société Far Limited dit qu'elle était prioritaire pour ce rachat. Un tribunal américain devrait peut-être les départager. Baba Aïdara. Le différend entre Woodside et Far Limited se dirige directement vers le tribunal de Washington, compétent pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Après avoir décroché les 35% dont détenait ConocoPhillips, Woodside a aussitôt rencontré une résistance chez Far Limited. Le junior australien soutient avoir un droit de préemption sur la vente entre ConocoPhillips et Woodside. Pour Far, le ministre Thierno Alassane Sall n'avait toujours pas approuvé la transaction. Pour beaucoup d'observateurs, le différend entre les deux Australiens, Woodside et Far Limited, va mettre en péril le développement en temps voulu du champ pétrolier SNE. Une information confirmée par Peter Bruscol, directeur général de Woodside. Reste maintenant à savoir pourquoi l'ex-ministre de l'Énergie, Thierno Alassane Sall, n'avait pas apposé sa signature pour approuver la transaction entre l'américain ConocoPhillips et Woodside, l'Australien. Baba Aïdara, Washington, pour la radio Futur Média. Retour au Sénégal, les difficultés de la CMU à pénétrer plusieurs localités. Dans le département de Bambey, par exemple, dans la commune de Ngogom, le maire a décidé de donner un coup de pouce à la couverture maladie universelle en donnant une subvention aux deux mutuelles de santé de la ville. Babacar Diouf. Les deux mutuelles de santé de la commune de Ngogom ont reçu une subvention du conseil municipal, une façon pour le maire de la commune d'appuyer les couches vulnérables de la localité. Ce qui semble innovant dans cette affaire, c'est que l'argent ainsi injecté provient des taxes municipales. Baboucar Ndiaye, le maire de la commune. Il ne faut pas dépendre sur l'État parce que nous savons que les allocations de l'État sont un peu insuffisantes, mais au moins avec les ressources qu'il y a au niveau de la population, si la fiscalité citoyenne est vraiment bien assimilée, comme vous, je pense que les populations pourront s'acquitter convenablement de leurs taxes et ça pourra aussi venir en aide par rapport à toutes les doléances présentées au niveau de la commune. Un geste hautement salué par le chef du service régional de la couverture maladie universelle, Dr Bakka Madior Fall. Le problème que nous rencontrons, c'est lié au taux de pénétration, qui à mon sens est encore faible. Mais ce taux de pénétration faible peut s'expliquer par un déficit de communication. Là, monsieur le maire de Ngogom l'a compris. C'est pour cela qu'il a tenu à enrôler dans sa commune près de 742 personnes dans les mutuelles de santé, ce qui va relever sensiblement le taux de pénétration dans la commune de Ngogom. Je crois que si tous les maires emboîtaient le pas à monsieur le maire de la commune de Ngogom, aujourd'hui, on ne parlerait plus de taux de pénétration faible. Les populations de la commune invitées à prendre part à cet événement ont fortement salué l'initiative. Bambey, RFM, Babacar Diouf. On est presque à la saison des pluies. Bientôt, on reprend le chemin des champs. Les associations de paysans réclament d'ores et déjà des semences de qualité, une question qui revient chaque année. Doléances exprimées cette fois à Thiès où elles sont en assemblée générale, Cheikh Anta Diop.
Ils sont venus de toutes les régions du pays. Ces agriculteurs se sont penchés sur la question des semences sélectionnées. À quelques encablures de l'hivernage, ces paysans veulent prendre les devants face au changement climatique. Leur volonté est d'avoir des semences de qualité pour s'assurer de bonnes productions. Daoud Diallo, le président du réseau des organisations paysannes et pastorales. Il y a une question qui me dépasse, c'est la question de l'eau. Parce que jusqu'à présent, notre agriculture est largement dépendante de la pluviométrie. Au Sénégal, c'est une année sur 4 que la pluie est en abondance. Donc c'est une question qui nous taraude. Mais n'empêche, nous essayons de nous adapter avec des semences sélectionnées, des semences, des variétés hâtives, en nous basant sur les changements climatiques qui existent déjà. Ces agriculteurs ont aussi émis le désir de mettre en place des entreprises agricoles afin de barrer la route aux courtiers et autres intermédiaires qui s'activent dans le secteur semencier. Hassan Faye. Nos producteurs aujourd'hui ne sont pas encore des entrepreneurs et on veut en faire des entrepreneurs. Ils mènent leurs activités. L'essentiel des revenus tirés de cette activité-là est capté par des courtiers en commerce qui prennent la récolte et vont à Dakar pour les commercialiser avec tous les désagréments. Et c'est la raison pour laquelle on s'est approché des coopératives agricoles. Ils sont venus des 14 régions du pays. Ces agriculteurs étaient en assemblée générale dans les locaux du RESOP pour présenter le bilan de la saison agricole écoulée et présenter et prendre des dispositions pour celles à venir. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Il est midi 11, Sembène Ousmane, le cinéaste sénégalais le plus célèbre, c'est le 9 juin 2007 qu'il est décédé. Cela fait donc 10 ans qu'il a tiré sa révérence cet après-midi à Thiès. Cérémonie d'hommage pour celui qui a réalisé Gelwar, Borm, Saret, Moladé, entre autres. Tout un programme aujourd'hui et déjà ce matin, ce pèlerinage de l'association des écrivains du Sénégal, Sembène était aussi écrivain, on le sait. L'association des écrivains du Sénégal, pèlerinage sur la tombe de Sembène à Yoff. Ousmane Gueye. Oui, Babacar, vous l'avez dit, c'est donc une 10e commémoration qui a démarré à Dakar par une visite, un pèlerinage, vous avez utilisé ce terme, sur la tombe de l'homme qui nous a quittés en 2007. J'ai nommé bien sûr Ousmane Sembène. Il y avait plusieurs personnalités ce matin au cimetière de Yoff, le biographe donc du grand cinéaste, lui-même cinéaste, Samba Gadjigo, dont le film Sembène, point d'exclamation, produit, on le sait, avec Jason Silverman, va être projeté cet après-midi dans la capitale du rail. La section sénégalaise de la communauté africaine de culture et d'art Sembène, avec leurs partenaires, ont prévu tout un ensemble d'activités à Thiès, notamment un vernissage de l'expo Ousmane Sembène entre l'écrit et l'écran. Deux mots qui résument l'auteur, même s'il faut éviter bien sûr de tomber dans la tentation du simplisme. La cérémonie officielle va se tenir aux environs de 14 heures en présence d'une délégation du ministère de la Culture, à défaut d'avoir le ministre lui-même, en présence aussi d'une délégation de l'ambassade de France et de l'ambassade du Burkina Faso, le Burkina Babacar, pays invité d'honneur de ce 10e anniversaire. Ousmane Gueye en direct qui suit tout pour nous ces activités autour de la commémoration des 10 ans après la disparition de Sembène Ousmane. Hier aussi, la mort d'une autre célébrité du monde des arts sénégalais, le sculpteur Ndari Lo, est décédé hier soir à Paris, en France, des suites d'une longue maladie. Ndari Lo avait 56 ans. Il fut lauréat du Grand Prix du président de la République pour les arts. Il a été également distingué à la Biennale des Arts de Dakar. Notre reportage Ramadan, les produits alimentaires impropres à la consommation qui inondent les marchés de la ville de Pikine. Les opérations de saisie se multiplient. Depuis le début du mois de Ramadan, au moins 2 tonnes de produits interdits à la vente ont été saisis à Pikine, ce département le plus peuplé du Sénégal avec 1 200 000 habitants. Le chef du service du commerce a présenté les produits alimentaires en question à Salif Sow, notre correspondant.
Dans ce magasin du service de commerce de Pékin sont stockés les produits alimentaires impropres à la consommation saisis ces derniers jours. Khadim Ndiaye, le chef de service. C'est estimé à plus de 2 tonnes que nous avons saisi. Parmi ces saisis également figurent en bonne partie les produits carnés qui ont été introduits sur le marché de façon frauduleuse. Donc je veux parler des cuisses de poulet. Depuis le début du mois de Ramadan, on en a saisi au total 30 cartons et d'autres produits carnés comme les merguez, les saucissons, les fromages gruyères, etc. Et le contrôle a été également orienté vers la grande distribution qui nous a permis donc de procéder à des saisies importantes de produits. En 6 mois, ont été saisis dans les grandes surfaces 5 tonnes de produits alimentaires pour divers motifs. Depuis le début de l'année, il y a 5 tonnes, mais depuis le mois de Ramadan, ça fait 2 tonnes de permis d'argent. On peut dire que c'est estimé à plus de 10 millions. Ramadan oblige, 3 équipes sont mobilisées 24 heures sur 24. Khadim Ndiaye, chef service de commerce de Pékin. Nous sommes présents au niveau de tous les marchés, nous sommes également présents au niveau du détail. Chaque jour que je fais, donc, il y a 3 équipes qui sortent et qui sillonnent donc, tout le département et qui procèdent à la saisie de tout produit qui n'est pas conforme. Actuellement, c'est le mois de Ramadan, on est en train donc, de faire des actions de contrôle pour le respect donc, des prix, de la qualité et du poids et du pain évidemment. Le défilé des boulangers au service de commerce de Pékin se poursuit. Plusieurs contentieux sont en cours, précisent les autorités ici. Les prix illicites composent le plus important lot, précise-t-elle. Salif Sow, Pékin, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. C'est avec Sorna Natambaye, bonjour. Bonjour Babacar. 3 casques bleus tués dans le nord du Mali. À Kidal précisément, le camp de la MINUSMA a été la cible de tirs de roquettes et une position de la force a également été attaquée à l'extérieur. Ces 2 attaques simultanées ont fait 3 morts et 8 blessés. La MINUSMA a annoncé la poursuite des patrouilles renforcées qu'elle déploie depuis quelques jours conformément à son mandat de protection des civils. La Mauritanie, le référendum constitutionnel aura finalement lieu le 5 août prochain. Le vote a été repoussé de 3 semaines. C'est suite à une demande de la Commission électorale nationale indépendante. Celle-ci a évoqué plusieurs raisons. Barthélémy Ngom pour les détails. La décision a été prise par le Conseil des ministres sur demande de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Elle avait écrit la semaine dernière au gouvernement pour demander ce report en raison notamment de la conjoncture que traverse le pays. La CENI avait invoqué la forte canicule, la période de soudure en cours, la transhumance qui occupe les populations de l'intérieur du pays. La commission électorale a également cité le recensement électoral entamé depuis le 18 mai et qui va se poursuivre jusqu'au 27 juin prochain. Notez que malgré un vote favorable de l'Assemblée nationale, le texte qui prévoit la suppression du Sénat a échoué en mars face à l'opposition des sénateurs, pourtant majoritairement favorable au pouvoir. L'opposition considère ce référendum comme contraire à la Constitution car les articles de la loi fondamentale régissant le processus de révision constitutionnelle exigent l'approbation du Parlement. Outre la suppression du Sénat qui serait remplacé par des conseils régionaux élus, le projet prévoit celle de la Haute Cour de justice, du médiateur de la République et du Haut Conseil islamique. Il propose également d'ajouter 2 bandes rouges symbolisant le sang versé par les martyrs de la résistance au croissant et à l'étoile jaune sur fond vert, figurant déjà sur le drapeau national. Barthélémy Ngom, la suite du journal international sur Natambaye et la Gambie, des dysfonctionnements dans la distribution de l'eau et de l'électricité entraîne la colère des populations. Une seule société s'occupe de l'approvisionnement en eau et en électricité et l'entreprise serait au bord de la faillite. Aujourd'hui, les Gambiens ne peuvent plus contenir leur colère. Daoud Diouf. C'est un mois de Ramadan difficile que vivent les Gambiens avec ces coupures d'électricité et d'eau. Ces coupures sont de plus en plus nombreuses dans certains quartiers de Banjul. Cela n'est pas une nouveauté, mais depuis ce début de semaine, des maisons sont dans le noir pendant des journées entières. Une crise qui touche aussi le secteur de l'eau. En Gambie, la fourniture d'électricité et d'eau est assurée par la National Water and Electricity Company, la NAWEC, une entreprise qui appartient à l'État gambien. Ces coupures devenues insupportables poussent les Gambiens à se déchaîner sur les réseaux sociaux. Les autorités de NAWEC s'expliquent que pour dire que la société d'électricité doit fournir à 2 millions de personnes de l'électricité avec des générateurs hors d'âge, des machines d'occasion. Aujourd'hui, la société électrique fournit 45 MW par jour contre les 70 dont a besoin la région autour de Banjul. NAWEC envisage une coopération transfrontalière avec le Sénégal et compte autoriser des investisseurs privés à produire de l'électricité en Gambie. Cela pour trouver des solutions aux coupures d'électricité et d'eau en Gambie.
Le Qatar, de plus en plus isolé, un autre pays vient de rappeler son ambassadeur. C'est le Tchad. À travers un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, N'Djamena a aussi appelé tous les États concernés à privilégier le dialogue dans le règlement de cette crise dans le Golfe Persique. Le Qatar est prié de respecter ses engagements en cessant toute attitude susceptible de nuire à la cohésion des États de la région et à la paix dans le monde. Le Tchad, tout comme d'autres pays africains, a préféré le camp de l'Arabie Saoudite malgré l'aide du Qatar dans la crise du Darfour. La première visite du nouveau président français au Maghreb. Emmanuel Macron a choisi le Maroc. Il y sera du 14 au 15 juin. Le tout nouveau chef d'État français va s'entretenir avec le roi Mohamed VI sur la lutte contre le terrorisme notamment et les échanges économiques entre la France et le Maroc. Rabat, la correspondance de Khadim Bay. Nous allons retrouver Khadim Bay, notre correspondant à Rabat, pour nous parler de cette visite de Macron à Rabat. Je me rendrai au Maroc très rapidement après mon élection. Voilà ce qu'avait promis Emmanuel Macron, alors candidat à l'Élysée. Aujourd'hui devenu président, le chef de l'État français tient parole. Il est attendu les 14 et 15 juin au Maroc pour une visite officielle, la première du genre dans le Maghreb depuis son élection à la tête de la magistrature de son pays. La presse marocaine voit dans ce déplacement l'illustration d'excellentes relations de partenariat qu'entretiennent le Royaume et la 5e puissance mondiale. En témoigne la nomination de Mounir Marjoubi, français d'origine marocaine, au poste de secrétaire d'État au numérique. Et c'est vrai, Paris et Rabat sont sur la même longueur d'onde sur de nombreux dossiers, notamment la stabilité du continent africain et la lutte contre le terrorisme. Les deux pays ont presque les mêmes appétits. Alors, lors de cette visite, il sera question d'intérêts communs concernant le Maghreb, le Sahel et plus loin, le Moyen-Orient. Mais il faut le rappeler, les relations entre les deux pays ont pris un coup de froid diplomatique sous le mandat de François Hollande, lié au dépôt de 3 plaintes de franco-marocains en 2014 à Paris contre le directeur du contre-espionnage marocain pour torture et complicité de torture. La page avait été tournée et Mohamed VI avait adressé des félicitations remarquées au chef de l'État français après l'élection de celui-ci, saluant ses hautes qualités humaines et intellectuelles. Khadim Bay, Rabat, Radio Futur Média. Et voilà, Babacar, c'est tout. Merci, Sorno Nathan Bay. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Les listes des candidats aux législatives vont être publiées aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. Question, les partis politiques vont-ils pouvoir contenir les vagues de colère qui vont très certainement découler de ces investitures? RFM Sport. Journal des sports, Sodotiam, bonjour. Bonjour Babacar. Du football, les éliminatoires de la CAN 2019, ça démarre aujourd'hui pour le groupe du Sénégal, d'ailleurs avec Soudan-Madagascar, en attendant la sortie des Lions demain à Dakar. Aujourd'hui, ce vendredi, donc, la rencontre est prévue à 19h. Et pour parler du Sénégal, à 5 ans donc après, le Sénégal et la Guinée équatoriale se retrouvent demain, donc en 2012, chez eux, donc le Zalang national chez lui. Dimanche, à Babacar, le Zalang national à la CAN avait sorti les Lions de la compétition. Le contexte cette fois-ci diffère. Il s'agit d'un match des éliminatoires de la CAN 2019. Cela impose une bonne entrée en matière selon le chroniqueur Abdoulaye Diaw. Elle est prête pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire gagner le premier match et se mettre dans le ton de la qualification. C'est vrai que quand vous sortez d'un match nul à domicile, ce n'est pas très réconfortant, ce n'est peut-être pas pour polir comme il se doit le moral, mais l'équipe est prête. Heureusement que nous relevons d'un insuccès, c'est comme ça que je vais l'appeler, à ceux-là qui disent que l'équipe n'a plus gagné depuis 4 matchs. Je rétorque que l'équipe n'a pas perdu depuis 4 matchs, qui ne perd pas est sur le chemin de la gagne. Bon, il y a des moments où se parler vaut mieux que d'aller à l'entraînement et c'est ce dont l'équipe a besoin. J'ai confiance en l'avenir. Une équipe, elle avance comme ça. Il y a par moments des baisses, puis des remontées. Elle doit pouvoir gagner. Et puis ce match, on motiverait facilement les Sénégalais. Comment?
sera seulement le deuxième Sénégal-Guinée équatoriale de toute l'histoire en compétition officielle. Nous avons joué la Guinée équatoriale chez elle en Coupe d'Afrique des Nations. Elle nous avait battu. Alors, autant rappeler aux joueurs que le dernier Sénégal Guinée équatoriale a été gagné par les Équato-Guinéens pour les pousser à la gagne, parce que les Sénégalais aiment ça, ils aiment relever des défis. Ils aiment rebondir, comme on dit, quand ils n'ont pas bonne presse, quand la situation ne leur est pas favorable. Abdoulaye Diaw s'est prononcé ce matin dans l'émission RFM Matin. Babacar, les Équato-Guinéens arrivent à Dakar à 15h aujourd'hui. Ils effectuent une séance d'entraînement au stade Léopold Sédar Senghor cette nuit à 21h, heure du match de demain. Les autres matchs, Babacar, le champion par exemple, le champion en titre, le Cameroun dans le groupe B joue le Maroc. À retenir aussi dans le groupe C, la confrontation Mali-Gabon. La suite de ce journal des sports, le championnat du Sénégal de Ligue 2 qui entame sa 24e journée aujourd'hui. Aujourd'hui, à Dakar, Sacré-Cœur va recevoir Sonacos, autrement dit le Dauphin qui rencontre son leader. Un petit point sépare ces deux clubs. La rencontre est prévue au stade Demba Diop à 17h. La 24e journée de la Ligue 2 se poursuit ce dimanche pour prendre fin lundi. En Europe, les éliminatoires du Mondial 2018, 6e journée dans cette zone Europe. Entre autres rencontres à retenir, Suède, deuxième de la poule A, va rencontrer le leader, la France. Allemagne, leader de la poule C, va aussi recevoir Saint-Marin. Écosse, Angleterre, Macédoine, Espagne, Italie va recevoir Liechtenstein. Estonie aura Belgique. Du basket pour finir, la finale de la Coupe du Sénégal dames, l'ASC Ville de Dakar contre le Dakar Université Club sur le parquet, et ce sera après-demain dimanche. Qui va succéder à Saint-Louis Basket Club? Réponse dimanche au stadium Marius Ndiaye. Le Dakar Université Club et l'équipe la plus titrée de cette compétition avec 12 sacres va essayer de remporter son 13e titre face à une équipe de l'ASC Ville de Dakar, finaliste malheureuse de l'édition précédente, qui est à la quête d'une première Coupe du Sénégal. À quel genre de match faudra-t-il s'attendre? Tentative de réponse avec le coach de Saint-Louis Basket Club, Jupiter Niang. Je dirais un match très ouvert, 50-50, un match très équilibré. Par rapport aux deux équipes, il faut dire qu'on peut s'attendre à un match très ouvert. Les forces et les faiblesses, moi, je dis pour la ville de Dakar, avec un bon jeu intérieur, en l'occurrence Ramati Dao, qui peut faire la différence à tout moment, et des extérieurs aussi très adroits, en l'occurrence Diari et Ndesen, qui peut à tout bord de champ faire la différence. Mais maintenant, par rapport à leur faiblesse, moi, je dirais que si le Duc parvient à s'imposer en défense, elle peut gagner le match. Le Dakar Université Club aussi détient une force de frappe très, très extraordinaire par rapport à l'occurrence Kankou et Jojo. Jojo, Khadimba Bébé aussi peut sortir du lot. Mais maintenant, par rapport à leur faiblesse, moi, je dirais que c'est une équipe qui est un peu lourde. Maintenant, si la ville de Dakar passe sur une très bonne défense, aussi une défense très organisée, elle peut gagner la finale. Babacar, c'est tout pour cette page des sports. Merci beaucoup, Sordetiam. RFM, la chronique du jour. La chronique du vendredi de Mamoudou Ibrakan. Votre sujet, le chef du gouvernement. S'il y a au Sénégal un homme politique qui a le vent en poupe, c'est bien le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Son ascension est d'une fulgurance à rendre envieux plus d'un politique. L'homme n'est pas seulement chef de gouvernement, il est aussi ministre de l'énergie depuis le départ de Thierno Alassane Sall. Cerise sur le gâteau, il est bombardé par son patron, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Son challenge, lui assurer une majorité parlementaire confortable à 2 ans d'une présidentielle dont l'enjeu pour le président Macky Sall est d'obtenir un second mandat. Dionne réussira-t-il? Échouera-t-il? On aura bientôt la réponse. Si la conduite des troupes de Benno par le Premier ministre au scrutin législatif de juillet obéit à une certaine logique ou à une logique certaine, celle d'être le premier des ministres, il est toutefois étonnant de le voir s'éterniser à la tête du département de l'énergie. Cela fait plus d'1 mois que le ministre Sall est parti et toujours pas de nomination de son remplaçant. Ce n'est pas la première fois
qu'un Premier ministre assure l'intérim d'un ministre démissionnaire ou démis, l'actuel président de la République lui-même, alors Premier ministre du président Abdoulaye Wade, avait eu à suppléer un ministre des Sports défenestré. Mais pour le cas du portefeuille énergétique, si important et si sensible par ces temps de découverte de pétrole et de gaz, le travail d'intérim confié au numéro 1 du gouvernement est bien étonnant, voire gênant. On peut légitimement se demander s'il n'y a pas de risque de double emploi dans certains dossiers. Oui, ça a l'air vraiment de poser problème, ce cumul des fonctions pour John. Babacar, se basant sur la loi numéro 9805 du 8 janvier 1998 portant code pétrolier, un document de l'ITIE relatif au cadre législatif, contractuel et fiscal des opérations pétrolières au Sénégal est daté de mars 2015, donne des indications qui peuvent constituer une alerte par rapport au cumul de la fonction de Premier ministre avec celle de ministre en charge de l'énergie. En effet, le secteur des opérations pétrolières, appelé plus couramment secteur pétrolier, est actuellement sous la tutelle du ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables. Or, au regard de la loi du 8 janvier 1998, relève l'ITIE, le contrat de partage de production est signé par la société d'État, en l'occurrence Petrosen, et le ou les demandeurs, puis contresigné par le ministre, entendu chargé de l'énergie, après avis du ministre chargé des Finances. Le contrat est soumis à l'approbation du président de la République par décret. De la même manière, d'après toujours le code pétrolier, la convention attachée au permis de recherche est signée par le ministre et le ou les demandeurs du permis de recherche d'hydrocarbures, après avis du ministre chargé des Finances sur les dispositions fiscales et financières. La dite convention est approuvée par le président de la République. Ainsi donc, le Premier ministre John, qui fait office en même temps de ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, signe aussi bien les conventions de recherche de pétrole et de gaz qu'il contresigne les contrats de partage de production. Et ce n'est pas fini, puisque les conventions de recherche pétrolière et gazière, tout comme les contrats de partage de production, sont obligatoirement, sous peine de nullité, soumises à l'approbation du président de la République par décret, encore contresigné par son Premier ministre. Résultat des courses, le Premier ministre est aujourd'hui au début et à la fin, comme qui dirait l'alpha et l'oméga de toutes les opérations pétrolières et gazières. Difficile dans de telles conditions de convaincre son monde de la part du pouvoir d'une réelle volonté de transparence dans la gouvernance du secteur pétrolier. Dans un contexte de suspicion généralisée, mais surtout après la constitutionnalisation de la gestion des ressources naturelles et l'adhésion du Sénégal à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE, le président de la République, tout en lui reconnaissant le pouvoir discrétionnaire de nommer qui il veut, où il veut et quand il le veut, ne peut pas continuer à confier le portefeuille de l'énergie à son Premier ministre. Le statu quo fait plus que désordre, en plus de trahir sa volonté de transparence. La tentation est forte pour un chef d'État qui n'est pas friand de réaménagement ministériel, à plus forte raison de remaniement, de proroger le bail intérimaire à son chef de gouvernement jusqu'après les élections législatives du 30 juillet prochain. N'y a-t-il pas un Sénégalais qualifié autre que le déjà très ou trop chargé Premier ministre Mahamat John pour occuper le fauteuil de l'énergie? Plus le temps passe, plus on s'interroge sur les vraies raisons et de la longueur de l'intérim et du choix de l'intérimaire de luxe. Et plus on s'interroge, plus on doute. Dans le doute, conseillez le sage philosophe. Dites la vérité. Merci Mamoudou Ibrakan, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. RFM, la presse du jour. Ce programme vous est proposé par Emirates. Et la revue de presse, elle est présentée par Georges Détier Diop. Jour de vérité.
l'AS a trouvé juste. Oui, ce 9 juin, jour de vérité. C'est à propos de la publication des listes pour les législatives du 30 juillet prochain. Elles seront connues cet après-midi à 16h. L'AS souligne qu'hormis leur composition définitive qui suscite un ultime suspense, leur nombre ne devrait pas varier de ce qui a été annoncé. Mon confrère informe qu'il semblerait qu'une liste ait été invalidée et qu'une autre a préféré jeter l'éponge et se retirer, ce qui donnera des législatives auxquelles participeront donc 47 listes. Mais attention, le quotidien Le Témoin prédit un tsunami. Le journal explique que s'il y a eu une grogne et de petites contestations ça et là depuis l'autre mardi à minuit, cela risque de n'être rien par rapport au tsunami qui va se produire dans quelques heures lorsque les dites listes vont être publiées. Quelques indications de mon confrère, l'étincelle couvre les rangs de Benno Bokk Yakaar. À Manko Wattu Sénégal, le PDS risque l'implosion et Manko Taxawu Sénégal n'est pas exempt de reproches. Et comme on parle de reproches, Aïda Mbodj en a fait un à Abdoulaye Wade, celui d'avoir appelé tout le monde sauf elle. Aïda Mbodj l'a confié à l'Observateur dans une interview à lire à la page 4. La présidente du mouvement Alliance nationale pour la démocratie qui flétrit les coalitions. Elle les qualifie tout simplement d'arnaque, non sans révéler que Manko Taxawu Sénégal lui avait proposé la 2e place. Aïda Mbodj peste qu'autant les alliés voulaient l'avoir dans Manko, autant dans son parti, le PDS, on a cherché à l'isoler. Voyons d'ailleurs avec Libération comment les choses se sont organisées au Parti démocratique sénégalais. Le journal parle de l'armée de Wade. Pape Diop est 3e sur la liste nationale. Woré Sarr est 2e après l'ancien président. Mary Sow Ndiaye est 4e. Mamadou Lamine Diallo 5e. Diop Decroix 7e. Madické Niang 9e. Et Toussaint Manga est à la 11e place. Et comment vont-ils battre campagne? Ce ne sera pas facile si l'on se fie à Libération. Le journal soutient que l'ancien président peine à trouver des fonds de campagne. L'argent dans la politique, la Tribune traite du sujet. Cela du fait de la pléthore de listes. Le journal indique que des financements occultes sont suspectés. Disons-le clairement, c'est Amsatou Sow Sidibé qui a déclaré que le nombre important de listes en compétition s'expliquait par des financements occultes. C'est pourquoi elle soutient qu'il faut fouiller pour voir qui a pu faire des financements occultes et au profit de qui. Affaire donc à suivre. Pendant ce temps et à moins de 2 mois du scrutin législatif, l'idée d'une modification du code électoral est agitée par certains. Idée pas du goût de Ousmane Sonko. Selon Sud Quotidien, le leader de PASTEF dit niet. Lors du lancement de sa coalition Ndawi Askan Wi Alternative du Peuple, Ousmane Sonko a plutôt invité le chef de l'État qui a refusé toute discussion au sujet du bulletin unique qui aurait réglé le problème de pléthore de listes à assumer pleinement la conséquence de son refus du dialogue. Bocar Samba Dièye CBAO, ce n'est pas encore la fin. Le journal Le Quotidien revient sur le contentieux qui les oppose. Mon confrère avait révélé récemment la saisie par la CBAO de 3 maisons de l'importateur. La banque lui réclamant 6 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, c'est Bocar Samba Dièye qui vide son sac. Le Quotidien rapporte que le milliardaire a clamé son innocence, soutenant ne rien devoir à la banque. Il voit dans cette affaire un complot ourdi contre lui par certaines autorités. Abdoul Mbaye en a pris pour son grade. Il l'aurait trahi et vendu ses actions à son insu. L'État n'est pas épargné. Pour Bocar Samba Dièye, l'État le combat. Retour sur l'affaire du photomontage du chef de l'État. Elle fait la une du journal Les Échos. La mère de Ouleye Mané implore le pardon de Macky Sall. C'est une mère traumatisée par l'incarcération de sa fille qui a demandé pardon au chef de l'État et s'est indignée du mutisme de Touba TV. Retour sur le drame de Bettenty. Enquête a effectué un retour sur les lieux. Plus d'1 mois après le naufrage qui avait fait plus de 20 morts. Bettenty pense ses plaies selon enquête qui consacre au sujet un large dossier. Le journal relève que les naufragés refusant obstinément de retourner à l'eau, l'économie locale en pâtit. Mais à toute chose, malheur est bon, le port du gilet pour la traversée, la pêche ou le ramassage des fruits de mer est désormais de rigueur. En sport, cette interrogation du quotidien Stade. Qui pour conduire l'attaque des Lions pour le match contre la Guinée équatoriale samedi prochain? Sans Sadio Mané et Diao Baldé Keita, les choix offensifs d'Aliou Cissé pour le match contre la Guinée équatoriale sont incertains selon mon confrère. Pour le journal Stade, le sélectionneur devra trancher entre Mame Biram Diouf, Moussa Sow, Famara Diédhiou et Babacar Xuma. L'image de l'équipe nationale en question. Thierno Seydi, agent de joueur, en parle dans Vox Sport. Selon lui, le label de la sélection se dégrade depuis 2002. À vos kiosques et bonne lecture. Ce programme vous a été proposé par Emirates. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour.
Point de vue, on y est tout de suite. La question du jour, je la rappelle, est-ce que les partis politiques vont pouvoir contenir ces vagues de colère qui vont découler des investitures législatives? Nous avons Bassirou Kébé, membre du comité directeur du PDS. Bonjour. Bonjour, Babacar. Thérèse Faye Diouf, présidente de la COJER, la structure qui regroupe les jeunes de l'APR, le parti du président Macky Sall. Bonjour. Bonjour, Babacar. J'espère un débat sans langue de bois pour nos deux interlocuteurs. On a 5 minutes pour en parler. Question rapide, réponse rapide de Thérèse Faye. Est-ce que l'APR va survivre à ces contestations forcément qui vont arriver après la publication tout à l'heure des listes des candidatures aux législatives? Nous y croyons fermement et fortement. Et c'est le moment, encore une fois, de remercier tous les militants, mais aussi de... Attention, est-ce que vous ne les remerciez pas un peu trop tôt? Vous ne savez pas quelles seront les réactions après la publication de... Les remercier d'abord pour avoir accepté le leadership du président Macky Sall et de laisser la prérogative au président de la République, président de notre parti, président également de la coalition Benno Bokk Yakaar, de choisir les candidats qui seront investis sur la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ça, c'est de un. Deuxièmement, pourquoi les sensibiliser? Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est quand même gagner cette élection qui est une élection capitale pour nous, politiques, pour nous, la coalition Benno Bokk Yakaar. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, je disais, ayons tous le sens de la responsabilité, mais surtout aussi ayons de la hauteur et comprenons que dans un parti, dans une coalition, on ne peut pas investir tout le monde. L'Assemblée nationale comptera 165 députés et aujourd'hui le président Macky Sall souhaiterait que peut-être tout un chacun soit récompensé, mais je pense qu'il y a plusieurs formes de récompense. Oui. Alors, on va en reparler de toute façon. Qu'est-ce que vous allez faire si vraiment il y a des gens qui sont en colère dans votre parti, dans votre coalition d'ailleurs? Bassirou Kébé, votre parti, le PDS, a déjà depuis sa perte du pouvoir en 2012 connu beaucoup de départs, des gens exclus, des gens qui sont partis de leur propre gré. De toute façon aussi, ces investitures vont faire des malheureux, des gens qui vont forcément être en colère contre la direction du parti. Vous êtes dans une coalition. Est-ce que vous vous préparez vraiment à contenir tout cela? Oui, d'accord. Merci beaucoup, Babacar. Oui, je pense que c'est vrai que le PDS a connu des départs, mais il y a des jeunes cadres également, beaucoup d'ailleurs, qui ont adhéré à ce parti. Mais pour répondre... Non, c'était pas l'objet à votre question, je crois que c'est normal. Tout choix est d'abord élimination. Et dans nos partis, respectivement, dans nos différents partis, il y a ce qu'on appelle le centralisme démocratique. Donc, il y a un leadership qui est là et qui est reconnu. Et je pense que c'est comme ça que les investitures se sont déroulées. C'est normal aussi que quand on a des ambitions dans un parti, qu'on se manifeste et qu'on présente sa candidature. Mais la difficulté, c'est que nous sommes dans des coalitions et je l'ai dit tout à l'heure, tout choix est élimination. Oui. Donc, on se prépare effectivement à contenir ces contestations. Bien. Naturellement. Bien. On va terminer avec vous tout à l'heure, Bassirou Kébé. Thérèse Faye, la dernière question que je vous pose, est-ce que finalement ce n'est pas cette forme coalition qui porte préjudice à votre parti? Il y a beaucoup qui méritent d'être sur les listes, qui n'y seront certainement pas parce que il faut servir les autres, l'AFP, le PS et tous les autres membres de Benno Bokk Yakaar. Bon, peut-être vous êtes les grands perdants de l'APR dans cette affaire-là, ou bien? Oui, peut-être certains auront cette compréhension, mais si on met en avant quand même l'intérêt de la nation, si on met en avant la patrie avant le parti, et considérer que la coalition Benno Bokk Yakaar est une coalition pour construire le Sénégal, est une coalition effectivement pour matérialiser le plan Sénégal émergent, je pense qu'on ne pourrait pas considérer la coalition Benno Bokk Yakaar comme un handicap si on est investi ou si on n'est pas investi. Et je suis tout à fait d'accord avec mon ami Baskébé quand il dit que tout choix est éliminatoire d'abord. Ça, c'est tout à fait vrai. Maintenant, ce qu'il faut juste peut-être considérer est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une large coalition, Benno Bokk Yakaar, et c'est nous qui avons choisi de travailler avec Benno Bokk Yakaar, c'est nous qui avons choisi... Il y a des choix que l'opinion ne comprendrait
peut-être pas forcément et très vite, parce que quand on dit Mimi Touré, je donne un exemple, vraiment 10 secondes, Mimi Touré absente des listes Benno Bokk Yakaar, pour vous, c'est une situation normale? Je peux juste aussi vous poser une question. Si vous ne verrez pas Thérèse Faye sur les listes, est-ce que c'est normal? Je pense que oui, ça nous semblerait un peu anormal, parce que vous dirigez la structure des jeunes de votre parti quand même. En fait, ça quand même, c'était juste pour vous dire que ce n'est pas une question de personne, parce que nous reconnaissons tous les qualités des uns et des autres, leur engagement dans le parti, dans la coalition. Mais je pense que le leader que nous avons choisi, le président de la République Macky Sall, qui a décidé, en tout cas, ou qui a pris des décisions, je pense que nous devons tous avoir cette discipline et de respecter les choix. Et c'est pas parce que cette personne n'est pas choisie qu'elle ne mérite pas. Tout le monde a le mérite de figurer sur les listes. Bien. D'autant plus que nous sommes tous des militants, nous sommes engagés depuis et nous nous sommes sacrifiés depuis des années. Oui. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enjeux majeurs doivent être mis en exergue. C'est quoi? Nous allons vers 2019. 2019, c'est une élection présidentielle. Le président de la République a besoin d'être réélu pour effectivement continuer les chantiers qui ont été démarrés par le gouvernement. L'opposition va essayer de vous barrer la route. Merci Thérèse Faye. Tout à l'heure, on vous retrouve tout à l'heure en Wolof. Bassirou Kébé, avec vous 15 secondes. Oui, 15 secondes pour dire finalement qu'est-ce que vous allez faire si ça prend des proportions assez importantes, ces contestations qui va y avoir. Je crois que nous avons déjà anticipé. Et il y a des personnalités dans le parti, des individus également, qui ont déjà pris l'initiative avant même que les listes ne sortent, parce que nous savons ce que nous avons déposé déjà, et qui ont pu parler avec certains pour leur faire comprendre que voilà les raisons pour lesquelles vous n'avez pas été investi. Et je pense que la tension est en train de baisser. Bien. Donc je pense très bien que nous sommes dans la bonne voie et que nous avons échangé entre nous de la même génération, entre d'autres, etc. Bassirou Kébé du PDS, Thérèse Faye de l'APR, merci d'avoir participé à Point de Vue. Midi 45 à l'instant. Merci d'avoir suivi ce grand journal. Les programmes continuent, restez avec nous. Sornongo Negom tout à l'heure pour le grand journal en Wolof. Il sera 13h. Dialgati Ribar. voilà kon naka mbokk yi tey ji naka la ajjuma vendredi ñu ñaanal sunu mbokk yi fi bawoo te bokkoo nax ñun liggéey bi képp koo xamante ne nii tey ji xalaat nañ la rek ñu ngi lay ñaanal ñoom ñëpp ku lim da ngay juum nag voilà kon nag askan wi 00,3711 00,3711 ngeen teg foofu seen baaraam nu ñëw ci li nga xam ne moom mooy